Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h35, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. La Russie a donc revendiqué aujourd'hui de nouvelles frappes massives sur des infrastructures en Ukraine, des bombardements intensifs qui interviennent après ceux de grande ampleur d'hier. On fait le point avec Kinson, on en débat ensuite. La ville de Zaporijjia, une nouvelle fois ciblée par les Russes. Selon les autorités ukrainiennes, une salve de 12 missiles se sont abattus ce mardi sur des infrastructures civiles, faisant un mort. Cette concession automobile est totalement détruite. André Razine en est le propriétaire. J'ai attendu la fin des frappes, puis quand je suis arrivé sur place, les pompiers, les policiers et d'autres personnes étaient déjà là. Nous avons commencé à éteindre le feu et à nettoyer les débris. Moscou prétend avoir mené de nouvelles frappes contre des cibles militaires et des infrastructures, précise Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense. Les forces armées russes ont continué à mener des frappes massives avec des armes longue portée de haute précision depuis des bases terrestres ou maritimes sur des sites militaires et des installations électriques de l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien appelle les civils à limiter la consommation d'électricité dans plusieurs régions. Alors que l'hiver approche avec des températures qui vont chuter dans le pays, les installations électriques sont indispensables à la survie de la population, alerte Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Nous devons souligner que le fait de diriger des attaques contre des civils et des infrastructures civiles, c'est-à-dire qui ne sont pas des objectifs militaires, est un crime de guerre. Moscou comme Kiev estime que la négociation est impossible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle le G7 à aider à créer un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine. Général Clermont, qu'est-ce qui se passe là depuis 2 jours avec ces tirs de missiles russes? Expliquez-nous la situation. Et il se passe ce que le théoricien de la guerre Clausewitz, un théoricien prussien de la guerre de 1830, appelle la montée aux extrêmes, qui s'est produit. Il a analysé les campagnes de Napoléon et ça s'est produit dans toutes les guerres. La volonté des belligérants est devenue telle que progressivement on arrive à une escalade jusqu'à arriver à un point culminant qui est un point où quelqu'un aurait déclaré une victoire, mais on voit bien la montée aux extrêmes, mais on voit pas du tout le point culminant et l'arrêt des combats, parce qu'aujourd'hui personne n'a pris l'avantage sur personne. Et il n'est pas tout à fait clair. Autant il est à peu près clair, les buts de Zelensky sont à peu près clairs, les buts de Poutine sont toujours pas très clairs. Parce que là, il frappe à la fois des structures énergétiques, mais des civils. Il n'y a aucune précision dans les tirs. Je pense que c'est important de rappeler que la représentante de l'ONU rappelle que ce sont des crimes de guerre. Les guerres, telles que réglementées par les conventions internationales, c'est des militaires, c'est entre militaires. Les civils doivent être tenus à l'égard des guerres. Évidemment, c'est pas le cas dans beaucoup de guerres, mais c'est pour ça qu'on a fait un droit international pour essayer de protéger au maximum les civils. Et clairement, dans les attaques qui se produisent aujourd'hui, la volonté, c'est de punir la population, c'est de punir l'Ukraine, c'est de le faire là où elle a le plus mal, c'est-à-dire dans le soutien massif de la population, en tout cas sur les objectifs cités, soutien massif à l'armée ukrainienne. Henri Guénaud, il y a eu l'attaque contre le pont de Crimée, toute cette réplique russe, c'est une façon de se venger pour Vladimir Poutine? Bon, moi je ne vais pas me lancer dans les jugements de valeur, je crois que ce n'est pas une façon de se venger, c'est une riposte. Alors, oui, il y a des victimes civiles. Un seul mort civil dans une guerre, une seule victime innocente est un scandale, mais il faut ramener les choses à leur juste proportion. C'est-à-dire que quand on a bombardé la Serbie en 1999, on a fait 500 victimes civiles et 500 militaires à peu près. Quand on a bombardé, quand les Américains ont bombardé Bagdad, ça en fait des milliers. Bon, je veux dire que et quand les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, vous dites, en général, c'est pas le cas dans la plupart des guerres où effectivement les populations civiles ne sont pas épargnées. Je dirais que dans toutes les guerres, les populations civiles payent un tribut élevé et depuis toujours. Et ça, évidemment, ça ne s'est pas arrangé avec avec le progrès dans les armements et leur capacité de destruction massive. Donc là, on a plusieurs dizaines de morts civiles. On peut en être indigné, c'est scandaleux, mais si on en est indigné, la meilleure chose à faire, c'est d'éviter ce que le général appelle la montée aux extrêmes, dont moi sur lequel j'ai alerté il y a déjà plusieurs mois,
C'est-à-dire la guerre, c'est une montée aux extrêmes. C'est un engrenage. Et c'est un engrenage dont on peut perdre la maîtrise à partir d'un certain moment, et on est alors amené toutes les parties prenantes dans la guerre peuvent être amenées à faire des choses qu'elles n'auraient jamais pensé pouvoir faire. Voilà. Churchill ne pensait pas qu'il allait pouvoir tuer des dizaines de milliers de gens brûlés vifs en une nuit à Dresde au début de la guerre. Truman ne pensait certainement pas qu'il allait faire la même chose à Tokyo, puis ensuite envoyer 2 bombes nucléaires. Voilà, je pense qu'on fait des choses dans la guerre qu'on avait pensé ne jamais faire de sa vie. Et donc la seule façon d'empêcher ça, c'est d'enrayer cet engrenage le plus vite possible. Or, et on est loin encore d'avoir atteint le point culminant, ça j'en suis convaincu, on n'a rien fait pour empêcher que cette guerre arrive, on n'a rien fait au début pour empêcher qu'elle continue, et depuis, on ne fait au fond que nourrir les uns et les autres. Tout le monde participe à cette montée aux extrêmes, que nourrir cette escalade, il faut absolument que ça s'arrête. Enfin, on est quand même dans une situation extravagante, où c'est pas un chef d'État qui met le premier plan de paix sur la table. On en pense qu'on veut, on peut être pour ou contre ce plan, mais enfin, c'est Elon Musk, c'est-à-dire le patron d'une entreprise privée. Il n'y a pas un chef d'État aujourd'hui qui prend le risque d'un côté comme de l'autre, de mettre sur la table des propositions. Alors, sans doute, c'est pas le bon moment pour arriver à un accord. Mais il n'empêche, il faut tout essayer pour arrêter ça. C'est pas en s'enfermant dans une radicalité totale d'un côté comme de l'autre que on va arriver à résoudre ce problème. Vous savez, quelqu'un disait, je sais plus qui l'autre jour sur un plateau de télévision, quand on ferme toutes les portes, tout le monde devient fou. Donc voilà, ne fermons pas toutes les portes, essayons d'entrouvrir les portes plutôt que de continuer à nourrir cette escalade. Julien Drey. Et Julien Drey. Je pense que on a très très mal analysé ce qui se passait. On a pris Poutine pour un imbécile. On a même annoncé sa mort. On n'a pas compris ce que c'était que la Russie, ce que c'était que l'honneur slave, et qu'on est en train de découvrir tout d'un coup quelque chose qu'on avait sous-estimé. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce week-end, l'armée russe menait une guerre en retenue. Il n'y a pas comme elle le mène traditionnellement. Oui, je sais que c'est... Avec des crimes de guerre à la clé. Il y a toujours des crimes de guerre. Mais je veux dire, il y a des crimes de guerre, mais en retenue au sens où elle ne faisait pas ce qu'elle a fait en Tchétchénie, ce qu'elle a fait en Syrie. C'est-à-dire qu'elle ne détruisait pas toute une série d'infrastructures, elle ne rasait pas les territoires. Maintenant, elle est en train de passer à la phase 2. Et elle a les moyens d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Et ceux qui pensent et qui rêvent qu'il va y avoir un coup d'État en Russie, c'est-à-dire que l'armée va renverser M. Poutine, ne savent pas ce que c'est que le FSB et comment fonctionnent les choses. L'armée ne fera pas de coup d'État, parce que l'armée elle est totalement contrôlée par le FSB. C'est lui le maître. Et le maître là-dessus, il s'appelle Poutine. Quand on ne sait pas ça, quand on projette des schémas qui sont erronés, on fait n'importe quoi. Et maintenant, vous voyez bien l'escalade. On nous dit qu'il faut un pont aérien, mais que s'il y a un pont aérien d'un côté, il y aura un pont aérien de l'autre. Oui. Et à un moment donné, on va arriver au point culminant qui va être la question de l'utilisation d'armes atomiques tactiques. Donc oui, je pense qu'Henri a raison. Il faut, et c'est là que l'Europe est dans une situation incroyable. C'est à elle de prendre l'initiative. C'est aux chefs d'État européens de se réunir dans une chambre, de proposer un plan de paix et après de faire le tour des capitales et de commencer la discussion. La discussion sera difficile parce que, évidemment, les Ukrainiens ne veulent pas céder et ils ont raison de leur point de vue. Les Américains non plus. Alors les Américains, pour eux, c'est tout bénéfice. Les Américains, il y a un sujet particulier sur les Américains. Parce que, en fait, l'Europe est en train de servir de terrain d'entraînement, de terrain de jeu, de l'affrontement entre deux puissances, les États-Unis et la Russie. C'est pas la première fois que ça se produit. Et si vous voulez, nous, on regarde les balles passées. Donc les Américains, pour beaucoup de bonnes raisons, mais aussi des raisons des arrière-pensées, soutien, finance, nourrit en armes l'Ukraine, et donc ça fait forcément augmenter le niveau de tension que vous décriviez très bien tout à l'heure. Mais la conséquence, quelle est-elle? C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir plus 100 000 hommes de GIs sur le continent européen après la guerre en Ukraine. Et d'un point de vue économique, non mais les États-Unis sont en train on est passé d'une dépendance à une autre. Alors on achète peut-être on essaie d'acheter du pétrole à MBS, mais on va acheter du gaz de schiste aux États-Unis. Et donc l'Arabie Saoudite. Et donc on renforce notre dépendance à l'égard des États-Unis. Mais faut pas l'oublier ça, parce que y a un intérêt américain aussi dans cette histoire, au-delà de l'aspect moral de défense de l'Ukraine. Il faut comprendre aussi ce que c'est que le peuple russe. Quand vous détruisez ce pont, qui est essentiel. Le pont de Crimée, Le pont de Crimée, qui par ailleurs permettait à plein de Russes de partir en vacances, parce que les Russes, ils considèrent que la Crimée, c'est à eux, que ça leur appartient, historiquement. Donc c'était des zones touristiques, c'est développé.
ce qui est en train de se passer en Russie, c'est le plus grave danger. C'est que les gens disent, Poutine a fait une erreur, mais c'est la Russie qui est attaquée. Et si la Russie est attaquée, alors on doit la défendre. C'est notre mère patrie. Et si vous en êtes là, alors là, je peux vous dire que on a des jours très difficiles à venir. Gilles Maintrait, le bouclier aérien que demande Zelensky, il est inenvisageable ? Non, mais il fait partie de cette escalade qui a très bien été décrite par tout le monde. On est dans une nouvelle phase de la guerre, de manière certaine. Pas seulement parce qu'il y a une escalade sur le terrain et qu'on a maintenant un niveau de conflictualité qu'on n'avait pas jusqu'à présent, mais aussi parce que Russes comme Ukrainiens ont brûlé tous leurs vaisseaux. C'est-à-dire que les Russes ont annexé un certain nombre de territoires, donc on ne voit pas très bien comment ils vont les rendre, puisque maintenant c'est la Russie. Et que Zelensky a dit, je ne négocierai plus avec Vladimir Poutine. Donc, elle est où la négociation ? Évidemment, du coup, ça alimente l'engrenage. Et c'est à ce moment-là que, presque pour monter l'angoisse à son paroxysme, Biden choisit de dire, on est au bord de l'apocalypse nucléaire. Et c'est vrai, quand on s'interroge, on se dit, mais qu'est-ce qui a pris le président américain ? Est-ce qu'il veut faire de la dissuasion ? Mais bon, ça, il y a des notes verbales pour ça, on n'est pas obligé de le dire. Est-ce qu'il veut motiver, il y a des considérations politiques ? Je pense qu'il ne jouerait pas avec ça. Peut-être qu'il veut préparer les esprits à justement un retour à une négociation.